Prenez garde à la Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Petit Tour. Je suis parti de la gare de Cannes et là je vais à Mougins. Donc j'en ai pour à peu près 50 minutes de marche, mais tranquille. Comme vous le voyez, il fait beau, comme d'habitude à Cannes. Je viens interviewer un haut gradé du judo, c'est Daniel Pinatel, qui est un judoka connu à Cannes. Je vous laisse de suite avec l'interview. Avant tout, j'ai besoin pour l'enregistrement que vous donniez votre nom, prénom et date et lieu de naissance, s'il vous plaît. Alors, je m'appelle Daniel Pinatel, je suis né en 1942, le 23-12-42, et je suis né à Saint-Étienne. Pour les statistiques, j'ai besoin de connaître le métier de vos parents. Alors, mon père était agent immobilier, ma mère était couturière. Votre propre métier? J'ai fait dessin industriel, et puis après, je suis devenu prof de judo, et ça a été mon métier principal. Pour le dessin industriel, vous avez suivi des études particulières? Oui, j'ai fait une école professionnelle. Comment vous avez entendu parler du judo pour la première fois, avant même de pratiquer? Oui. Est-ce que c'était par la télé, par un magazine, par Pas du tout, c'était dans la cour de l'école, justement au collège où j'étais à Saint-Étienne. Et puis il y avait un petit attroupement, 4 ou 5 jeunes qui discutaient en cercle. Et je me suis approché et ils parlaient, j'ai entendu le mot judo. Donc j'ai écouté leur conversation et il y en a un des 4 ou 5 qui expliquait qu'il faisait du judo. Et ce garçon, il s'appelait Krakowski. Je me souviens encore de son nom. Et je me suis adressé à lui, je lui ai demandé comment il faut faire pour faire du judo. Je sais pas pourquoi. Je voulais faire du vélo, de la piste. À Saint-Étienne, il y avait les pistas, il y avait Roger Rivière, c'était des champions. Et moi, le vélo m'attirait beaucoup. Mon père faisait du vélo étant jeune. Et puis, le prof d'éducation physique de l'école, qui s'occupait de la section cycliste, ne m'a pas pris parce qu'il n'y avait plus de place. Donc, je suis allé faire du judo. C'était dans la même ville? Ah ben, c'était à Saint-Étienne. Moi, j'habitais un peu à la campagne. C'était assez loin. Enfin, il fallait que j'aille en ville, comme on disait à l'époque. C'était à quel âge à peu près? J'avais 14 ans, 13 ans et demi, 14 ans. Alors j'ai demandé à ce garçon-là, qui faisait du judo, je lui ai dit comment il faut faire pour faire du judo. Il me dit, tu vas voir le prof d'éducation physique, celui qui a la cicatrice, un prof qui avait une cicatrice sur la joue, et lui, il fait du judo et il t'expliquera. Alors je suis allé dans le bureau des profs de gym, et j'ai été reçu comme... affreux. Ils se sont pas du tout intéressés à ce que je voulais faire, ils se sont un peu même moqués de moi. Tu veux faire du judo, toi, tout ça. J'étais petit, j'étais pas très costaud, quoi. Donc, et puis il y en a un, celui qui avait la cicatrice, donc le prof en question, m'a dit, tu as qu'à venir là-bas, directement. Mais je savais pas où c'était là-bas, au club. Et comme j'étais timide, vraiment timide, j'ai dit merci monsieur et je suis parti. Mon beau-frère, qui était marié avec ma sœur, qui lui, par hasard, il connaissait le club de judo et c'est lui qui m'a emmené. Donc je suis rentré dans un club où il y avait une odeur que je connaissais pas, particulière, que j'ai retrouvée dans beaucoup de dojos, même au Japon. Quand je suis allé au Japon, des années plus tard, j'ai retrouvé cette odeur. Pour moi, le judo, c'est d'abord une odeur, de sueur un petit peu, une odeur particulière. Et il y avait un monsieur là, qui nous a accueillis, il n'y avait pas de cours, donc il n'y avait personne dans le club. J'ai vu un tatami immense. J'ai trouvé la salle très très grande, alors qu'elle faisait 80 mètres carrés. Hein. Après, j'ai connu des dojos qui faisaient 800 mètres carrés, ça c'était des vrais dojos. Mais là, j'ai trouvé très grand. Ce professeur, c'était Monsieur Moreau, parce que l'autre, Monsieur Bodo, était au Japon. Mais moi, je ne le savais pas, bien sûr. Donc, il nous a donné une feuille où il y avait tous les horaires, les tarifs, etc. Et voilà, c'est comme ça que je suis venu au club. Quel était le nom du club? Le Judo Club de la Loire. Judo Club de la Loire. Le professeur, c'était Monsieur Bodo et Moreau. Oui. C'était les deux professeurs qui enseignaient exactement dans le même
dojo. Ils étaient ensemble, ils étaient associés. C'était deux Parisiens et c'était des élèves de Monsieur Levanier, qui est un pionnier, un des pionniers du judo français. Donc Monsieur Levanier était un des premiers à pratiquer le judo avec Monsieur Kawashi. Et par la suite, il y a eu Monsieur Ishiroabe qui est arrivé d'abord en Belgique et il faisait un judo complètement différent. Kawashi faisait un judo un peu rugueux, comme on disait à l'époque, mais il s'est adapté aux Français, à la morphologie des Français. Ils étaient plus grands que les Japonais, moins souples, etc. Donc il s'est bien adapté. Mais Ishiroabe faisait un judo beaucoup plus élégant, plus souple, plus judo Kodokan. Il venait du Kodokan. Donc certains professeurs, comme Levanier, Bernard Midan, on en a parlé tout à l'heure, vous connaissez, et puis d'autres, Guy Pelletier, ont été attirés par le judo de M. Ishiroabe. Donc ils l'ont suivi, des stages en Belgique, tout ça, et il y a eu la scission entre le judo Kawashi et le judo Kodokan. On ne peut pas dire judo Ishiroabe. C'est là où il y a eu le fameux collège des ceintures noires qui a été créé à l'époque. Et il y a toujours encore, actuellement, il y a encore les anciens parlent du judo Kawashi et du judo Kodokan. Et comment étaient les entraînements? Est-ce que c'était différent de ce qui se fait aujourd'hui? Différent, je ne sais pas. Moi, je ne connaissais pas d'autres clubs, donc c'était comme au Japon. Comme on faisait un échauffement. Ce que je veux dire, c'est est-ce que les entraînements de cette époque-là sont différents des entraînements tels qu'on les fait actuels? Tout à fait. Alors en quoi? Alors d'abord on faisait un échauffement traditionnel, comme on fait au Japon, qui eux ils continuent de la même façon. Ensuite on faisait des chutes avant, dans le vide, comme ça, tout seul. Après on faisait un cours technique, où le professeur démontrait une technique, ça durait 20 minutes, une demi-heure, et après on faisait des randonnées. Et les randonnées prenaient un peu comme maintenant. Maintenant on fait un échauffement et direct on passe aux randonnées. Est-ce qu'il y avait d'autres clubs autour de Saint-Étienne? Non. À l'époque, une ville, un club. D'ailleurs, mes professeurs, Moreau et Baudot, qui étaient parisiens, ont cherché sur la carte une ville où il n'y avait pas de club de judo en 1954. Ils sont venus en 53, 54, je crois. C'était Clermont-Ferrand. Ils sont venus avec M. Levanier d'ailleurs en vacances, ils étaient en congé comme on disait à l'époque. À Clermont-Ferrand, il y a un club qui s'était ouvert, donc ils sont allés la ville la plus proche où il n'y avait pas encore de club de judo et c'était Saint-Étienne. Et donc Levanier, lui, il était resté à Clermont-Ferrand? Non, à Paris. À Paris. Il y avait le club de Midan qui n'était pas si loin, qui était à Lyon. Ouais. Le judo club du Rhône. C'est le judo club de la Loire à Saint-Étienne, ils l'ont créé, Midan et Moreau et Baudot à peu près en même temps. Moi, tout petit, tout gamin, j'allais faire des compétitions 9 rue de l'Épée à Lyon, au judo club du Rhône. Et là, j'ai connu M. Midan. Donc, ils étaient en contact? Ah, ils étaient en contact, mais on était en rivalité avec le judo club du Rhône. C'est-à-dire, une année, c'est nous qui gagnions l'équipe, après, c'était le judo club du Rhône. Et Midan, après, M. Midan est venu comme conseiller technique de la fédération Antibes. Et je l'ai retrouvé quand j'ai créé le club à Cannes. Est-ce que vous aviez, dans ces années-là, vous étiez jeune, accès à des livres sur le judo, des manuels, ce genre de choses? Non, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait la revue fédérale à l'époque, que j'ai gardée. C'était la revue, c'était même pas en couleur, en noir et blanc, où on racontait un peu l'histoire du judo, de la fédération. Est-ce qu'il y avait des stages qui étaient organisés? Oui, bien sûr. Alors le stage avait lieu à Montbrison, là, à côté de Saint-Étienne, et c'était un stage qui durait 1 mois, tout le mois d'août. Donc c'était surtout, la plupart des élèves, des stagiaires étaient issus du judo club de la Loire, mais il y a des Parisiens qui venaient. Et c'était M. Baudot qui faisait le stage? Non, Monsieur Moreau. Donc ce stage durait 1 mois et on faisait du judo avec les Lyonnais. C'était vraiment des judokas qui étaient attirés par le judo de M. Moreau. Et est-ce qu'il y avait des stages déjà avec des maîtres japonais ou avec d'autres professeurs? Eh bien après, par la suite, comme M. Moreau et Baudot avaient gardé des contacts avec le judo japonais, donc à Saint-Étienne, pratiquement chaque année, ils faisaient venir un japonais qui était un champion japonais au club. Et comme nous étions très proche, Moreau était proche des Japonais. Quelquefois, au club, le club de la Loire, pour des stages de Noël, entre Noël et le jour de l'an, on avait les 4 Japonais de l'équipe de France dans notre club à Saint-Étienne. Et on s'entraînait, on faisait des randonnées avec les 4.
japonais qui étaient les meilleurs du monde. Fukami, qui était capitaine de Meiji Université, était un judoka, un des meilleurs du monde. Mais ça, on avait des partenaires, donc nous étions partenaires, et c'était extraordinaire, parce que je faisais randori avec chacun des 4, tous les jours. On vivait un peu ensemble. Ils dormaient au club, hein. Il y avait comme un dortoir au club, et les 4 Japonais, ils dormaient dans des lits superposés, là. Donc on les avait avec nous, sous la main, tout le temps. Sur le tapis et puis en dehors du tapis. C'était extraordinaire. C'était dans quelles années? C'était en 58, 60. Et il venait en douce, hein, de la fédération, hein, parce qu'il n'avait pas le droit, il fallait pas le dire. D'accord. Donc ils étaient tellement... mais d'ailleurs, M. Courtine, qui était leur responsable, s'il avait su, il n'aurait rien dit, parce qu'avec Moreau et Bodo, ils avaient la même conception du judo. Est-ce qu'il y avait dans ces années-là des premiers films sur le judo japonais en Super 8 ou ce genre de choses? Oui, il y en avait. Mais c'était des films que M. Moreau avait fait lui-même. Lui-même tourné. Il avait une caméra Super 8 et il a fait des films sur Ameji, à Waseda, et tous les mois, après l'entraînement, ou quand nous étions en stage, il nous projetait ses films en Super 8. Et il avait fait il marquait sur des ardoises qu'il filmait mes favoris, Monsieur Fukami, capitaine, il leur faisait faire Uchikomi, il leur faisait démontrer leur technique favorite. Et Watanabe, c'est un de ses favoris. C'est dommage, ces films, j'aurais voulu les garder, c'était extraordinaire. Et je demandais toujours à M. Moreau, vous ne pouvez pas nous passer Watanabe, parce que son judo était vraiment impressionnant, et j'essayais de faire comme lui, mais je ne suis jamais arrivé. Il faisait un judo en cercle, et figurez-vous que quelques années plus tard, alors que je commençais à être un compétiteur plus affirmé, M. Moreau me dit, Daniel, à Paris, la semaine prochaine, où il y a Watanabe qui est de passage à Paris, il va aller faire des cours dans différents dojos, il revient d'Angleterre où il était entraîneur de l'équipe anglaise, et si tu veux, le club t'offre le voyage pour aller t'entraîner avec lui. Alors, bien sûr, je suis allé, mais je ne suis pas parti tout seul. J'ai emmené 3 autres judokas du club avec moi, et nous allions tous les soirs là où entraînait M. Watanabe. Et tous les soirs, le premier partenaire, celui qui venait l'inviter en randori, c'était moi. Jusqu'à le 3e soir, il changeait de dojo chaque jour. C'était M. Pelletier qui était l'organisateur de ce stage. Et à la fin, me voyant toujours arriver, le premier à l'inviter en randori, il a demandé à M. Pelletier, mais c'est qui celui-là qui vient me... Il commençait à être un peu âgé, M. Watanabe, il avait, je ne sais pas, 35 ou 40 ans. Moi, j'étais en pleine forme à cette époque-là, j'avais 22, 23 ans, en forme physiquement que lui, bien sûr. Alors, je le secoue un peu. Et puis on est devenus vraiment complices tous les, enfin copains, pas copains, mais partenaires. Voilà. Ok. Alors ça c'est pour les stages. Il faudrait que vous me parliez un petit peu de vos compétitions dans les premières années quand vous étiez à Saint-Étienne. Vous avez pratiqué un petit peu la compétition? Oui, bien sûr. Oui, je vois que vous avez été membre de l'équipe de France de 65 à 70. Oui. C'est ça? Donc vous étiez encore dans le club de Saint-Étienne à cette époque-là? Oui. Encore qu'en 70, peut-être pas, parce que vous avez fondé le club de Cannes en 69. Je suis venu en 69, mais c'était jusqu'en... Quand je suis venu à Cannes, j'ai arrêté là. J'ai eu un problème, j'ai eu un accident, je me suis luxé le coude, et je devais être sélectionné normalement pour les championnats du monde à Salt Lake City. Soi-disant, M. Courtine voulait m'emmener, moi. Salt Lake City, c'est aux États-Unis? Oui. Ok. Ouais. Donc, et puis je me suis blessé à l'entraînement, au stage. Et l'année d'après, vous avez été 3e au championnat de France en 1970, en moins de 80 kg. Oui. C'est les 2 gros résultats que vous avez eus, en gros, en compétition. Le fait de faire partie de l'équipe de France
et ce résultat de 3e en championnat de France. Est-ce qu'il y a eu d'autres, quand vous étiez à Saint-Étienne par exemple, d'autres résultats en championnat de Oui, Ligue, j'ai été champion du Lyonnais, je ne me rappelle plus, peut-être une dizaine de fois, toutes catégories, en moins de 80 kilos. J'ai fait le championnat de France, je le faisais chaque année, mais en moins de 80 kilos, donc j'avais des adversaires qui s'appelaient Patrick Clément, Jean-Paul Coche, Guy Offray, champion d'Europe. Donc c'était vraiment une catégorie où il y avait vraiment des Français qui étaient très forts. Et un jour j'ai fait une compétition, un championnat de France, j'ai fait avec Patrick Clément en demi-finale. Je suis arrivé en demi-finale et puis on a fait un combat tous les deux sans pouvoir se départager. Et quand j'ai fini, le combat était terminé, j'avais un arbitre qui me donnait vainqueur et un arbitre qui donnait Patrick Clément vainqueur. Et l'arbitre central a donné Clément. Bon. Et là, il y a eu une petite révolte parmi les spectateurs en disant oh, c'est Pinatel qui a gagné, tout ça. Et là, à ce moment-là, quand je suis quitté le tapis, M. Courtine est venu me prendre par l'épaule. Il était DTN, M. Courtine. Un judoka français extraordinaire. Hein. Donc il m'a dit « Pinatel, je vous félicite pour votre combat contre Clément. » C'est tout. Et puis la semaine suivante, je suis rentré à Saint-Étienne, j'ai reçu un courrier comme quoi j'étais sélectionné à l'équipe de France pour faire une compétition en Autriche. Un tournoi, le tournoi de Linz. Alors j'ai rejoint Paris, on est parti de la gare de l'Est en train. Donc ça devait être en 65 67. 67, ok. 67. Donc c'était ma première sélection en équipe de France, avec Pierre Guichard, c'était sa première aussi. Pierre Guichard qui est devenu le DTN après membre du comité olympique et tout, qui a fait une carrière dans le judo extraordinaire. On était assez copains tous les deux. Et quand la veille de la compétition, on se promenait dans les rues à Linz, et l'équipe de France, les anciens, ont croisé les Hollandais. Et parmi les Hollandais, il y avait les meilleurs du monde. Hein. Il y avait Poglayen, il y avait Höxter, champion d'Europe, vice-champion du monde, Poglayen. Et ceux qui le connaissaient, les anciens, ils m'ont dit « Oh là là, il est là, lui, Poglayen, oh là là ». Alors lui, quand tu fais dans une autre catégorie, hein, Norris, justement, Norris qui était là, quand tu peux pas, tu fais un combat avec lui, puis t'es mort après, t'es cuit là, tu peux pas, il fait un judo, enfin. Et le lendemain, au tirage au sort, on annonce le tirage au sort, Gruel, notre entraîneur, Pinatel, Poglayen. Et tout le monde vient me dire « t'as pas de chance, ta première compétition, oh là là, tu tombes contre Poglayen et tout ». Et moi, la veille, en le croisant, quand j'ai entendu les copains dire que c'était une terreur, moi, je l'ai trouvé gentil. Un visage poupon un peu, les joues un peu roses, les cheveux un peu longs, pas comme des visages de compétiteurs russes. Quand on les croisait, ils avaient plus d'oreilles, c'était des visages qui faisaient peur, hein. Comme des Japonais aussi. Mais lui, je l'ai trouvé, et j'ai dit, la veille, dans la rue, lui, mais je le bats. J'ai pensé, je l'ai dit à personne. Hein. Lui, mais je le bats, lui. Et donc, je rencontre Poglayen le lendemain. Et quand je monte sur le tapis, au premier tour, ma première compétition internationale, je rencontre le vice-champion du monde. Et le coach, assis sur la chaise, c'est Gessing, le fameux Hollandais qui avait fait pleurer les Japonais quand il avait battu Kaminaga, Sonnet au championnat du monde et aux Jeux Olympiques. J'ai Poglayen, vice-champion du monde, et derrière moi, Anton Gessing, que j'avais vu en 1960 quand j'étais tout gamin battre les Japonais. Je sais pas, j'ai pas eu peur. J'étais dans mon judo. J'avais un judo qui marchait pas trop mal. Et quand j'ai saisi, après le hajime, quand j'ai saisi mon adversaire, je ne savais plus qui il était. Je ne savais plus qu'il était hollandais, vice-champion du monde. Je l'ai pris et je l'ai pris avec la garde à gauche, alors que je suis droitier. Il s'est présenté à moi où je pouvais que saisir à gauche. Et quand je l'ai saisi, j'ai commencé à me déplacer. J'ai dit, mais je vais le planter, je vais le battre. Je vous assure que c'est réel. Hein. Et j'ai fait une technique à gauche que je faisais pas très souvent, à Shiguruma, et j'ai mis Ippon. Ça a duré 30 secondes le combat. Et j'ai vu Gessing écarter les bras en disant,
Et M. Gruel, le coach de l'équipe de France, est monté sur le tapis avec ses chaussures et il m'a pris dans les bras, il m'a soulevé comme ça. Et pour en revenir sur les compétitions, est-ce que les compétitions étaient, alors autres que internationales, mais les compétitions à l'intérieur de la France, est-ce qu'elles étaient différentes avant par rapport à maintenant ? Dans l'organisation ou dans l'esprit? Pas l'organisation, maintenant c'est beaucoup mieux organisé. Il y a des barrières, on n'a pas le droit de venir autour du tapis, enfin bref, c'est différent, c'est spectacle. Mais avant c'était, comme on dit, à la bonne franquette. Il y avait un combat intéressant qui devait se dérouler sur le tapis numéro 1. Tout le monde allait autour du tapis numéro 1, et puis ceux qui combattaient à côté, il n'y avait plus personne. Quand Moreau allait combattre au championnat de France, j'entendais une rumeur dans les gradins des spectateurs dire « Monsieur Moreau va combattre, Monsieur Moreau ». Et tout le monde allait voir Monsieur Moreau combattre. Ça, c'est intéressant. Il était à la fois professeur et encore actif en compétition. Oui, au début, quand j'étais tout jeune au club, il a fait les championnats de France une fois ou deux, et puis il a été dans l'équipe de France. C'est rare parce que la plupart des professeurs que j'ai interviewés, quand ils me parlent de leurs professeurs, ils enseignaient seulement, ils faisaient plus. On n'a plus le temps de le faire. Il va falloir me parler de votre transition entre Saint-Étienne et la Côte d'Azur. Comment ça s'est fait et pour quelles raisons? J'avais envie de devenir prof de judo. C'était un rêve, comme être dans l'équipe de France. On n'est pas sélectionné dans l'équipe de France comme ça. Il faut rêver avant, il faut en avoir envie, même si on n'y croit pas. Et tout d'un coup, quand on rêve vraiment, quand on a un but, il arrive. Mais il faut le rêver vraiment. Donc j'avais envie de devenir prof de judo parce que pour mes deux professeurs. Parce que prof de judo, pour moi, c'était pas un métier. Mais voir M. Baudot et M. Moreau enseigner le judo, c'était leur métier. C'était des vrais professionnels. Tout était préparé. Moreau, il improvisait tout. C'était on disait le Mozart du judo. Doué. Il n'avait pas besoin de préparer quoi que ce soit. Monsieur Baudot était complètement différent. Il préparait tout. Il me disait souvent, quand il m'emmenait, quand il avait des stages à Clermont-Ferrand, il m'emmenait avec lui pour faire des randonnées un petit peu. Et il me disait, Daniel, si tu prépares un cours, tu as 2 heures de cours, il faut 2 heures de préparation. Ça, j'ai jamais oublié ça. J'ai toujours préparé mes cours, tout le temps. Sauf au club. Au club, j'avais un programme. La semaine, je faisais... Mais quand j'allais faire des cours l'école des cadres à Marseille, pour les profs, pour la formation des profs, pendant 15 ans, j'ai fait ça. Et je préparais tous mes cours. Et c'était M. Moreau, M. Baudot qui m'avait appris ça. Alors bon, je suis venu à Saint-Étienne. J'avais ma sœur aînée qui habitait à Cannes. Mais au départ, je voulais aller à Aix-en-Provence, une ville universitaire. Ouais. Alors je suis allé à Aix tout seul, j'ai prospecté un petit peu, la ville était magnifique. Et puis j'ai appris que récemment un club s'était ouvert, M. Favreau avait ouvert un club, donc pour pas le gêner, j'avais encore cet esprit où il ne faut pas aller venir s'il y a déjà un club, enfin bref. Et je suis venu à Cannes, j'ai commencé à chercher à Cannes. J'allais m'entraîner chez M. Roméo. Donc Roméo de Giovannini. De Giovannini, qui était un très bon prof. Roméo était un bon prof, un bon judoka. En quelle année vous êtes arrivé à Cannes? En 69. Donc j'ai cherché un local que j'ai trouvé. Ensuite, j'ai commencé à faire des travaux. C'était situé dans quelle rue, à Cannes? La rue Félégarac. Donc, je l'ai ouvert en fin 69 et l'inauguration le 12 janvier 70. Et le premier élève qui s'est inscrit, il habitait dans l'immeuble. Le club a grandi. La famille Domenech est venue, André Domenech, le père que je connaissais, qui travaillait pour l'entreprise de mon beau-frère. Et quand vous êtes arrivé à Cannes, vous avez été en contact avec Roméo de Giovannini. Est-ce que vous avez été en contact avec d'autres judokas ou d'autres professeurs? À Larry. À Larry, à Saint-Laurent-du-Var, j'étais licencié chez José Larry. Ça alors, donc vers... À Larry, je l'ai connu dans l'équipe de France et c'était vraiment... c'est toujours un ami, vraiment un ami. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Oui, des élèves de Roméo. Puis il y avait des profs de Nice, Robecki, les 2 frères Robecki, Lefebvre de la Côte-sur-Loup,
Et Murator, il était... Murator, il était déjà en Espagne. Quand est-ce que vous avez eu la ceinture noire de judo? Ceinture noire de judo, c'était en 61. 1961. J'ai commencé en 56, Mhm. et en 61, j'ai réussi un premier dan. Vous l'avez passé où? À Lyon, à Saint-Étienne. D'accord. En une seule fois, j'ai marqué tous mes points. Et aujourd'hui, vous êtes 7e dan, c'est Oui. exact? Vous l'avez eu en quelle année? Oui, 2003, oui. Donc 10 ans avant, 12 ans avant, 6e dan. Vous avez ouvert votre club à Cannes en 1969, fin 69. Vous l'avez inauguré début 70. Comment ça s'est passé toutes ces années d'enseignement? Est-ce qu'il y a eu des événements importants que vous avez organisés? Oui, eh bien, le plus important, c'est que d'abord le club a grandi par rapport au nombre d'élèves. Il fallait avoir beaucoup d'élèves. Donc j'avais 200, 250, 300 élèves, je crois. J'avais toujours de très bons contacts avec mes professeurs de Saint-Étienne qui faisaient venir des champions du monde, champions olympiques, en stage, parce qu'on avait un contact avec un japonais. Mhm. Et on a eu Fuji, Sonoda, champion du monde, champion olympique, Kawaguchi. Enfin, il y en a 9, Minatoya, 9 judokas japonais, tous champions du monde olympique, les meilleurs du monde, et venaient à Saint-Étienne. Donc après, ils venaient à Cannes. Moreau les descendait à Cannes pour qu'ils visitent, pour qu'ils voient la Côte d'Azur. Donc tous mes élèves profitaient de stages C'est bien parce que vous étiez encore en contact donc avec messieurs Ah oui, Moreau tout et le temps, Baudouin. même après. Avec mes profs, j'ai toujours été, avec quelques autres professeurs, élèves qu'ils ont eus, je leur téléphonais toutes les semaines. Alors justement, entre vos débuts en 1956 et le moment où vous êtes arrivé à Cannes en 1969, le judo avait un petit peu évolué. En particulier, l'âge des pratiquants. Oui, Il y avait un peu plus d'enfants dans les clubs. oui, oui. Et vous, quand vous avez ouvert, vous avez eu des enfants un peu jeunes Oui, déjà? oui, je les prenais, mais pas avant 5 ans, 6 ans. Ouais, alors que quand vous avez vous-même commencé, c'était plutôt 12-13 ans. Oui, c'est ça, il n'y avait pas de... C'est Midan, à Lyon, qui a commencé à enseigner aux enfants. Mhm. C'est lui. C'était un pionnier, non seulement du judo... Et le judo pour les enfants, il était différent du judo pour les adultes? Ben oui, il fallait faire Enfin, on ne pouvait pas enseigner le judo comme on l'enseigne aux adultes. C'était pas un judo de compétition. C'était compliqué. Pour moi, c'était compliqué. J'ai passé mon diplôme de prof de judo au Fort Carré d'Antibes en 68, la première session en France. Mais j'ai appris avec mon prof Baudot, qui était prof à l'école des cadres, que je connaissais bien sûr, c'était mon prof au club. Et c'est lui qui enseignait l'école des cadres à Lyon. Donc tous les premiers professeurs en France, qui sont devenus professeurs en France, j'étais parmi eux. Il n'y avait pas de diplôme de prof de judo avant. Donc des enfants, il y en avait... Est-ce qu'il y avait des femmes déjà dans le judo Oui, dans les clubs? oui, quelques-unes. À Cannes, il y en avait plus qu'à Saint-Étienne ou c'était grosso modo pareil? Oh, plus à Cannes. Plus à Cannes. Ouais. J'ai l'impression que sur la Côte d'Azur, le sport féminin était plus développé que dans les autres régions. Il y avait plus d'hommes que de femmes sur le tapis, mais il y avait peut-être plus de femmes par rapport aux autres sports. Ouais. Oui, c'est ça, oui, D'accord. peut-être, je ne sais pas. Et par rapport au judo club de Saint-Étienne? Oh, il y avait beaucoup plus de femmes. Ça s'est démocratisé le judo, c'est-à-dire c'est devenu plus jeune, et puis tout le monde pouvait faire du judo, même plus de vétérans. Michel Sadman, par exemple, il a commencé le judo avec moi, il avait 33 ans, parce que son fils faisait du judo. Est-ce que le matériel a évolué tout au long de vos années de pratique? Ben, les tapis, le matériel, si on peut parler des tatamis, c'est beaucoup plus confortable. Oui, ceux que vous avez là, par exemple, à l'époque, ça aurait été le rêve. Ah oui. Moi j'avais un tapis, c'était du ciment, hein, des tapis bleus en paille de riz, et j'avais acheté les moins chers. Là, il fallait savoir chuter. Comme à Tenri Université au Japon, ils avaient des tapis où on tombait pas, parce que chaque fois qu'on tombait, surtout avec les Japonais, on se faisait mal, donc on voulait pas tomber. Les tapis étaient très très durs. En plus de votre rôle de professeur, est-ce que vous avez eu un rôle au sein d'une organisation ou d'une fédération? Oui, arbitre, Arbitre de ligue. Alors dans la ligue de... La Ligue Côte d'Azur à Ligue l'époque. Côte d'Azur, d'accord. Côte d'Azur. Vous avez aussi été formateur à l'école des cadres. Oui, pendant D'accord. 15 ou 20 ans, je sais pas. Et donc c'était où
où exactement cette formation? Ben, c'était la Ligue Côte d'Azur. Les cours avaient lieu au Crêpes d'Aix-en-Provence ou à Marseille. Il n'y avait pas encore Bolloris? Si, Bolloris aussi. Bolloris, Bolloris, bien sûr. Bolloris, là, je préférais aller à Bolloris d'ailleurs. Donc j'étais avec les cadres techniques, c'était Robert Carle, qui était responsable, et puis Claude Laurent, et puis... C'était de quand à quand que vous étiez formateur à l'école des cadres? 78 peut-être, pendant 15 ans. Même quand j'étais en Suisse, je continuais à venir pour encadrer des stages. 78 à 93 à peu près. Et ensuite, vous avez été entraîneur de l'équipe nationale de Suède. Alors ça, c'est intéressant, il faut que vous m'en parliez. Vous n'êtes pas resté à Cannes tout au long de votre parcours. Il y a eu des moments où vous êtes parti. Alors, en quelle année vous êtes parti de Cannes pour la première fois? Alors, je suis parti de Cannes où je suis allé à Sofia Antipolis. Ça, c'était pas très loin. Sofia Antipolis, pourquoi? Je faisais des cours dans le village de Valbonne. À l'époque, Sofia Antipolis n'existait pas. Ouais. La technopole n'existait pas. Donc je suis allé voir le maire de Valbonne et il connaissait pas le judo bien sûr, mais il m'a laissé une petite chapelle, la salle Saint-Esprit. Il a mis des tatamis. Je suis venu avec mes tatamis d'abord. C'est moi qui ai amené les tatamis dans ma voiture. Je roulais des tapis et je les ai mis et j'ai fait faire du judo aux gamins du village. Et puis après ça marchait bien le judo, il y avait du monde, ça plaisait aux parents. Donc le maire, il a aménagé la salle Saint-Esprit, ou Saint-Bernardin, je ne me rappelle plus, à côté de l'église. Et j'ai fait faire du judo à tous les gosses de Valbonne. En quelle année c'était? C'était avant Sofia, c'était 73, 74, 75. Après, Sofia Antipolis a été créée en 80, je crois. D'accord. Et donc vous êtes resté à Sofia de 73 à quelle année? 86. 86. Vous aviez toujours le judo club de Cannes ou plus du tout? Alors c'est Patrick qui s'occupait du Vous l'aviez laissé à Patrick de Ménez. Il était employé par la municipalité de Sofia, de Valbonne, et en même temps il assurait les cours à Cannes. Et puis ensuite en 86, comme j'allais en vacances en Suède, chaque année, j'ai pris des contacts avec le judo suédois. Le président, M. Olof Gustafsson, m'a proposé d'entraîner un club à Uppsala. Le prof, qui était un Allemand, a quitté le club le plus important de Suède, où il y avait toute l'équipe nationale. Uppsala, une ville universitaire, et il m'a proposé de reprendre le club et puis de m'occuper un peu de l'équipe nationale. Alors au début, j'étais pas très chaud, quitter la Côte d'Azur et puis tous mes élèves, tout ça. Et puis finalement, j'ai préféré ne pas avoir de remords. Peut-être des regrets, mais pas de remords, surtout pas. Je n'ai pas voulu passer à côté de cette expérience. Alors je suis parti, au début c'était très difficile, parce qu'il y a une autre mentalité, un autre climat, une autre façon de vivre. Donc c'était pas facile pour moi. Et puis petit à petit, j'ai réussi à comprendre la mentalité suédoise qui est différente. Hein. Et puis j'ai fait la connaissance de l'entraîneur norvégien avec qui j'ai sympathisé, qui m'a fait venir à un stage en Norvège. Et là, j'ai bien aimé la Norvège. Et j'ai réussi quelque chose qui s'est pas reproduit depuis. Quand je suis parti, ça s'est arrêté, c'est faire travailler les Norvégiens et les Suédois en même temps. Ils se comprennent, hein, c'est pas du tout, le Suédois et le Norvégien, c'est presque la même chose. Donc il y avait plus de monde pour les stages, il y avait plus de contact entre Norvégiens, Suédois, ils s'entendaient très bien, c'était super. Et vous êtes resté en Suède donc jusqu'en 1991, c'est ça? Oui, 91, c'est ça, oui. Et après, vous avez fait quoi? Je suis revenu pour essayer de devenir responsable des sports à Valbonne. J'avais un contact avec le maire, donc je pensais avoir le poste de directeur des sports. Je me serais toujours intéressé au judo, mais en tant que directeur des sports. Et puis bon, j'ai retrouvé une petite place en tant que prof de judo. Et puis à Montsartou, le club de Montsartou m'a proposé de prendre avec Fernand Capizzi, qui était un bon judoka,
Donc on a travaillé tous les deux, mais bon, j'étais pas dans mon club, là c'était différent. Ça me dit quelque chose, Capizzi. Il n'était pas au judo Kwai? Si, c'est ça, oui. Et là, j'allais faire des stages en Suisse. J'avais un copain qui était prof de judo à Genève. Et puis un jour, il me propose de venir prof de judo en Suisse. Alors j'ai refusé. J'ai dit, oulala, j'ai déjà donné en Suède et tout. Comme j'étais pas bien ici, et j'ai demandé plus de détails. Et il m'a dit, tu sais, tu ferais comme ci, ça, Genève. En plus, j'avais pas besoin d'apprendre une autre langue, comme j'ai été obligé de le faire en Suède, c'était plus facile pour moi. Et puis il m'a convaincu. Et là, je suis parti en Suisse. En quelle année vous êtes parti? 96. Et là, je suis resté 3 ans, 4 ans. Et c'est là où j'ai commencé à avoir des problèmes physiques, prothèse d'une hanche, où j'arrivais plus à marcher, j'avais mal. Donc je me suis fait opérer en Suisse, à l'hôpital de Genève, une prothèse de hanche. Et là, ils m'ont mis en invalidité, les Suisses. C'est leur règlement. Quand on a une prothèse de hanche, on ne peut pas être prof de judo, donc on est invalide. Alors j'ai fait valoir mon invalidité, je suis revenu à Cannes, et j'ai été opéré de l'autre hanche aussi, enfin bref, et puis j'ai fait des cours. Là, j'ai continué à l'école des cadres. Là, j'avais plus de temps de libre. Patrick avait repris le club à fond. Sofia, Walter avait repris le club et un autre élève que j'ai, Joseph et Walter, je leur avais confié ce club de Sofia Antipolis, qui était un club intéressant. Et Joseph, il est au Brésil. Il est prof de judo au Brésil actuellement. Il est 6e dan aussi. Il est un très bon judoka. Et vous aviez toujours donc contact avec le judo club de Cannes quand même? Ah ben oui, ça c'est sûr. Hein. Bien sûr. Quand il me demande maintenant, quand il faut remettre une médaille, une ceinture, voilà, je suis le... Donc vous êtes rentré de Suisse vers l'an 2000 à peu près, et depuis vous n'avez plus enseigné sur la... Ah si. J'ai enseigné jusqu'à 72 ans. C'est-à-dire que je remplaçais quand les profs de Cannes Judo, Cannes Mougins Judo ne pouvaient pas aller faire un cours à Stanislas ou dans une autre école, ou à Tanneron, c'est moi qui allais avec plaisir, hein, vraiment. Je suis devenu l'assistante de Patrick Demenech, avec beaucoup de plaisir, hein, c'est vrai. Il y a 5 ans que j'ai arrêté, donc à 75 ans. 2017 à peu près? Oui, à peu près. Est-ce que votre parcours a été influencé par des gens qui sont issus du Fort Carré? Alors, on a parlé de Midan. Oui. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Alors, Roméo, il a été au Fort Carré à un moment. Oui. Est-ce que vous avez rencontré d'autres, des militaires ou des policiers qui étaient... Non, Vimeux, un petit peu. Vimeux, oui, je l'ai connu, lui. Prof de gym à Antibes. Monsieur Morato, peut-être? Morato. Ah oui, c'est d'ami Morato. J'allais vous le dire. Est-ce que vous avez organisé des galas ou des démonstrations sur la Côte d'Azur? Oui, beaucoup. Au Palais des Sports à Cannes. À l'ancien Palais des Sports, alors? Oui. J'ai fait un gala judo-gym avec un club de gym où je trouvais que c'était très, très intéressant pour le spectateur. Faire du judo, une démonstration de judo, une compétition ou l'autre, et puis de gym avec Surfaro, un prof de gym de Cannes. Et je lui ai demandé, il a été d'accord, et on a fait 2 galas avec beaucoup de monde. Le Palais des Sports était presque plein. Et c'était spectaculaire, c'était très en musique. On a fait l'histoire du judo, on a fait... Est-ce qu'il y avait d'autres événements, des grandes compétitions, des grands galas? Ben là, c'était avec la Ligue, on a fait venir les équipes japonaises, il y avait Yamashita qui est venu, on a fait l'histoire du judo avec Bernard Midan, avec Cannes Judo, et puis tous les clubs de... Et je crois que c'est en 73 que la Ligue est devenue Ligue Côte d'Azur. Avant, c'était Ligue du Sud-Est. Oui, c'est ça. Moi, j'ai combattu Ligue du Sud-Est. Ouais. Ah, vous aviez fait des compétitions aussi sur la... Oui, j'ai fait toutes catégories que j'ai gagnées d'ailleurs. D'accord. En 70. Voilà, fallait me dire ça. Championnat du Sud-Est, toutes catégories, oui. 1970. J'ai battu Aramino en finale et Achikian. Les démonstrations, vous en avez fait jusqu'au moment de partir, ou comment ça s'est passé? Oui, ben, quand les Suédois sont venus... ah oui, ça je ne vous l'ai pas dit. L'équipe... j'avais gardé de bons contacts avec les Suédois. L'équipe nationale, l'entraîneur, un élève que j'avais, un combattant quand j'étais entraîneur en Suède, est devenu entraîneur. Lacé. Il a fait les Jeux Olympiques. Il a été battu pour la 3e place par Dameza, un Français, un Lyonnais. Et donc, ils sont venus pour préparer les Jeux Olympiques de Sydney, je crois. Ils sont venus... 2000 ? Quelle année c'était, en 2000 ? 2000, oui. Ils sont venus préparer les Jeux Olympiques. Il y avait trois combattants suédois, une fille et 2 garçons. Ils sont venus préparer les Jeux à Cannes.
bien sûr, il y avait l'équipe de Cannes Judo. Eh bien, dans les randonnées, les Suédois, ils prenaient des hippons par les Canois. Ça arrivait assez souvent. Ils allaient disputer les Jeux Olympiques, qualifiés pour les Jeux Olympiques, et les Canois, ils arrivaient à les faire tomber en randonnées. C'était pas en compétition. C'était formidable. Et ils en ont gardé un souvenir extraordinaire. Donc les Suédois sont venus s'entraîner, préparer les Jeux à Cannes. Est-ce qu'il y a eu d'autres événements de ce genre-là, avec d'autres villes ou d'autres pays Oui, avec Genève, le Jeu Club de Genève venait, beaucoup d'Italiens, des clubs italiens. On allait souvent en Italie faire des tournois, des compétitions à Gênes, à Rome aussi, chez Mariani, là, le judoka italien Mariani, qui a été 3 fois champion d'Europe. Donc on était copains et il venait en stage à la Colle-sur-Loup, et puis on allait à Rome, on a faire des compétitions par équipe. J'ai toujours aimé les stages, j'ai toujours aimé organiser des stages, organiser des compétitions pour faire bouger, pour que plus on fait de tournois, plus on sort les judokas, plus on les fait combattre en tournoi, plus ils progressent. Vous avez eu des judokas à vous, donc des élèves à vous, qui ont pratiqué par la suite d'autres sports, et vous-même, vous avez fait pratiquer au sein du dojo de la rue Felgara d'autres arts martiaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Le karaté, mais moi c'était pas le karaté, je connaissais pas, mais j'avais un prof de karaté, un prof d'aïkido. Dans le dojo de la Dans rue le dojo, Felgara. les cours se succédaient, il y avait... Et à partir de quelle année vous avez ajouté ces autres arts martiaux? Tout de suite, l'aïkido pratiquement tout le temps. Dès 70. Avec Chassan, qui était le responsable de l'aïkido dans la région, avec Tiki Shewan, qui était un aïkidoka américain, qui avait un spécialiste de yai, le yai, l'art de trancher en dégainant. C'est ça. Et il y avait vraiment une section d'aïkido qui était intéressante. Et puis André, mon copain, qui est venu m'aider à faire les cours de judo, et puis comme il s'intéresse au karaté, il a créé une section de karaté au Dojo Méditerranée. Ensuite, quand il est parti au Japon pour progresser, c'est Claude Thomas, et puis c'est le Mougin qui est venu, Riccati qui est venu pour le remplacer pendant son séjour au Japon. Donc c'était aussi j'avais besoin de rentabiliser le club. J'avais des créneaux pour le judo, mais il y avait une petite place pour l'aïkido, pour le karaté, qui me payait un petit loyer à l'époque, c'était pas grand-chose, mais ça m'aidait à rembourser tout ce que je devais rembourser à l'époque. Donc il y a eu plusieurs professeurs qui se sont succédés en karaté. Donc d'abord André comment? Boutet. Comment vous l'écrivez? B-O-U-T-E-T. André Boutet. Ensuite, Claude Thomas qui l'a remplacé. Oui, Claude Thomas. Ensuite, Riccati. Et alors, vous êtes vous-même allé au Japon à un moment. Vous avez oublié de me raconter ça. 3 fois, oui. Alors, c'était en quelles années? Alors, la première fois, c'est en 75. Ouais, je suis parti là-bas pour faire du judo. Je suis allé m'entraîner à Tenri. J'ai rejoint André Boutet au Japon. Il était là où il a rencontré sa future épouse, Kayuko, qui est toujours son épouse. Et j'habitais chez eux et j'ai vraiment vécu à la japonaise. Donc j'allais m'entraîner à Tenri, l'université de Tenri. Et puis je suis allé à Kanazawa aussi. J'ai traversé le Japon d'est à l'ouest pour aller retrouver Minatoya qui était venu à Cannes en stage. Quel souvenir! Vous êtes resté combien de temps au Japon en 75? 1 mois, et puis peut-être même plus. Et puis je suis retourné avec les Suisses quand j'étais en Suisse. Je suis allé j'ai voulu aller à Waseda, là où étaient M. Baudot et Moreau. J'ai rencontré M. Osawa, on est allé au restaurant ensemble. Il avait 82 ans. M. Osawa est arrivé, il était 9e dan à l'époque. J'ai demandé au prof de l'université, j'ai dit « Monsieur Osawa, est-ce qu'il est là ?» Il m'a dit « Je vais lui téléphoner ». Il est parti, il est revenu, il m'a dit « Il arrive ». Et moi j'étais avec des cadets juniors, des gamins de 15 ans, qui étaient, même certains étaient ceinture marron, ils faisaient bien le judo, j'ai pas emmené des mauvais judokas là-bas, donc ils avaient déjà bien compris le judo. J'ai vu arriver M. Osawa, en kimono, avec sa ceinture noire, et avec une chambre à air au genou. Il avait mal au genou, à son époque, on mettait des chambres à air de vélo, pour tenir le genou. C'était bien, hein,
les croisés qu'on avait Ouais, tirés un peu, tout ça, c'était super. Et je l'ai vu arriver avec sa chambre à air. Et il a fait randonnée avec les petits élèves que j'avais là. C'était en quelle année? 97. 97. Et la dernière fois, je suis allé il y a 5 ans, je suis allé retourner au Japon, j'ai dit il faut que j'aille une dernière fois, parce que les circonstances de la vie font que j'ai une petite fille qui est franco-japonaise. Donc on est parti là-bas, on est resté 2 semaines. On était à Kyoto, on était à Tokyo, donc on est retourné. Et je suis allé quand même, j'ai pas pratiqué le judo, mais je suis quand même allé à Tenri, l'université de Tenri, où il y a tellement de champions qui sont sortis de là. Et j'ai vu l'entraînement à Tenri, et j'ai vu Ono s'entraîner, le fameux judoka actuel qui est champion olympique, champion du monde. Et je l'ai vu sur le tapis, je l'ai vu faire du judo, avec d'autres. Et j'ai trouvé que le judo japonais avait changé aussi, par rapport à la première fois où j'étais sur le tapis avec eux intéressant. À Meiji. Il y avait moins de... Alors, la différence, il y avait moins... Peut-être je suis tombé sur un entraînement moins important pour eux, mais c'était plus cool, plus relax. Ils discutaient entre eux sur le tapis. Il n'y avait pas de... C'est pas du tout comme j'ai connu à Quand Meiji. vous étiez allé la première fois, c'était un peu militaire? Non, on ne peut pas dire militaire, c'était japonais. Je vois. Dernière question, et après on a fini. C'est ce que j'appelle le mot de la fin. S'il y a un jeune qui regarde l'interview dans 50 ans, un jeune judoka, et qui a une idée que vous aimeriez faire passer fort, une idée qui vous est chère, un conseil... Oh, ben c'est le judo. Pour moi, le judo, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est l'humanité. Vous savez, le judo, au départ, c'était dans le projet de Jigoro Kano, on parle de Jigoro Kano, il y a l'homme avant tout. Il y a le sport, mais il y a l'homme. Il a mis l'homme au cœur de... Et c'est ce qu'on est en train de... C'est en train de disparaître, ça. C'est le judo, celui qui a compris le judo, et puis sur la transmission, on a un devoir, prof de judo, de transmettre ce que l'on a reçu avec notre personnalité. Il faut que ça change, on ne peut pas rester exactement de la même façon, ça serait militaire mais il faut que chacun amène un peu de lui-même, mais il faut que la base, que le principe reste le même. Pour moi, le judo, c'est le sport le plus adapté pour les enfants. Les enfants, ils peuvent faire tout ce qui est interdit à la maison sur un tapis de judo. Se rouler par terre, se tirer les vêtements. Il y a quelque chose qui les canalise et il n'y a aucune brutalité, il n'y a aucune violence. C'est plus on est fort, plus on respecte son partenaire. Moi, c'est des leçons. Vous savez, je vous parlais d'Okano tout à l'heure. Okano qui est venu en 2015, il est venu en France, la fédération l'a fait venir, l'amicale des internationaux l'ont fait venir. Donc Bondani m'a appelé en me disant il y a Okano entre telle date et telle date, il est entre le stage de la Londe et il remonte à Paris faire un cours à Polytechnique. Hein. Il a fait des cours à Polytechnique. Et le prof de judo de Polytechnique, je le connais, Polytechnique, l'école pratique le judo à Paris, c'est formidable. Hein. Et c'est militaire là, mais dans le judo, il puise plein de choses. Donc, il est libre de telle date à telle date. Demande à tes copains profs de judo de la Côte d'Azur s'ils ne peuvent pas l'occuper. Et j'ai dit, mais moi, quel jour je l'occupe, hein. Et je l'ai gardé avec moi. Je l'ai gardé avec moi. Je l'ai emmené partout visiter. Et il n'y a que dans le judo qu'on peut arriver à trouver cet état d'esprit. Comme Okano, il m'a marqué à tout point de vue. C'est un homme remarquable. Non seulement comme judoka, mais comme être humain. Et puis mes profs, bien entendu. J'ai eu 2 profs assez exceptionnels. Bon, ben, on a fini. Je vous remercie pour ces renseignements.